Voilà, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Super. Très bien. Alors, bon, on va commencer. Donc, je suis Olivier Giet, je suis médecin de soins palliatifs aux hôpitaux civils de Colmar et je suis médecin coordonnateur de l'équipe mobile de soins palliatifs. Euh, j'ai proposé qu'on parle de confusion ou d'état confusionnel. Euh, c'est un, C'est un état qui arrive très fréquemment chez des patients en situation palliative et notamment des patients en situation palliative terminale. Et c'est aussi quelque chose qui malheureusement est souvent sous-diagnostiqué, alors que ça a des conséquences qui sont quand même très importantes, on va le voir, que ce soit pour le patient ou pour les soignants ou pour les accompagnants familiaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Les anglo-saxons appellent ça delirium, comme dans Delirium Tremens. Euh, Effectivement, c'est un petit peu la même chose. Alors, c'est pas souvent avec autant d'agitation que dans le Delirium Tremens, mais delirium, ça convient bien si vous lisez de la littérature anglo-saxonne, ils parlent de delirium. En France, on parle plutôt de confusion ou d'état confusionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est un état de vigilance et d'attention qui est anormal, avec éventuellement aussi des modifications d'état de conscience. Euh, il y a aussi des troubles cognitifs associés, ça c'est quasiment euh, tout le temps. Et c'est chez des patients qui, a priori, ne sont pas connus pour souffrir d'autres affections psychiatriques ou de neurodégénératives type démence. Alors, je vous disais, c'était très fréquent en soins palliatifs, puisque effectivement, ça touche pratiquement tout le monde en fin de vie. Il y a des séries qui ont été faites dans des unités de soins palliatifs. On retrouve jusqu'à 80-90% des patients qui présentent à un moment ou à un autre, ou de façon permanente en fin de vie, un état confusionnel. Euh, et malheureusement, il y en a près des 2 tiers qui sont souvent pas diagnostiqués. Or, on sait que c'est un facteur de très mauvais pronostic. Un patient qui présente une confusion, qui a un état confusionnel qui se répète, c'est de très mauvais pronostics et ça peut présager la survenue de la mort assez rapidement. Euh, la plupart du temps, on essaye de les réverser, c'est-à-dire de trouver des causes, des facteurs déclenchants qu'on va essayer de modifier et d'améliorer pour que l'état confusionnel cesse. Mais ça marche rarement tout le temps, parce que vous voyez, avec la moitié des fois, on arrive à réverser l'état confusionnel. Alors, les caractéristiques cliniques, euh, la première chose, c'est que ça s'installe de façon très aiguë, ou voire brutale parfois, hein. Le patient est comme d'habitude et tout d'un coup, il va devenir confus. Ça peut se passer en quelques minutes, hein. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que ça fluctue dans le temps. Il y a une fluctuation de l'état de confusion. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où le patient est comme d'habitude, et la famille va le décrire comme d'habitude. Et puis, il y a des moments où il va y avoir une impression de bizarrerie, ou des propos qui ne sont pas cohérents, ou une apathie, enfin voilà, quelque chose qui va s'installer comme ça, et qui va durer un moment, et puis qui peut repartir. Donc, il y a une fluctuation dans le temps. Alors, c'est pour ça que souvent, on entend des équipes, bah oui, mais moi, quand je l'ai vu, il n'était pas confus. Bah oui, quand vous l'aviez vu, il n'était pas confus, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un état confusionnel sous-jacent, parce que ça fluctue. Ça, c'est vraiment extrêmement important à, à intégrer. Ça fluctue dans le temps. Il y a des moments où c'est plus, il y a des moments où c'est moins, il y a des moments où ça peut être absent. Et puis parfois, bah, ça peut devenir permanent, mais ça, c'est plutôt dans le cadre des états confusionnels de fin de vie. On a tout un tas de troubles de la concentration, de l'attention. Le patient qui peut paraître perplexe, hein, on a l'impression qu'il est là, il perçoit des choses autour de lui, parce qu'il est quand même souvent éveillé, mais il est perplexe,
on voit qu'il ne comprend pas bien ce qui se passe, où il est, voilà, il est un peu perdu. La désorientation temporelle et spatiale, hein, alors ça c'est assez fréquent, le patient est hospitalisé, il pense qu'il est chez lui ou qu'il est dans un autre hôpital ou que je ne sais pas quoi. Une désorganisation de la pensée, hein, il ne va pas arriver à suivre le fil du discours ou s'il a une idée en tête, il ne va pas arriver à tirer l'idée jusqu'au bout. Hein. Ça arrive souvent. Moins fréquemment, il peut y avoir des hallucinations, le plus souvent visuelles, mais ce n'est pas obligatoire. Des troubles des fonctions exécutives, une agitation. Alors c'est souvent ce qui est perturbant, c'est que le patient peut être extrêmement agité ou irritable. Et puis quelque chose qui est très fréquent, c'est l'inversion du rythme nictéméral, c'est-à-dire qu'il va dormir plus la journée et la nuit être très éveillé, ce qui pose des problèmes aux familles qui aimeraient bien pouvoir dormir la nuit et aux soignants aussi quand c'est à l'hôpital, parce qu'ils sont moins nombreux la nuit et qu'il y a quand même d'autres patients à s'occuper que juste rester à côté du patient qui est confus. Voilà. Alors, on a trois grands types d'états confusionnels. L'état hypoactif, l'état hyperactif et l'état mixte. Alors, l'hypoactif est le plus fréquent. C'est peut-être aussi pour ça que c'est souvent sous-diagnostiqué, surtout chez des patients qui sont atteints de cancer en phase très avancée ou terminale. Il y a une apathie, une somnolence, une hypovigilance, un ralentissement psychomoteur. Et puis, on le met souvent sur le compte de l'évolution de la maladie, de la fatigue engendrée par la maladie. Or, ça peut être un état confusionnel. L'état hyperactif, c'est celui qu'on a le plus en tête, le patient qui est agité, irritable, hyperexcité, qui veut tout le temps bouger, qui a un discours complètement incohérent, qui peut se mettre en danger aussi, hein, c'est ça qui peut être aussi embêtant, ou mettre en danger les autres. Et puis l'état mixte, qui est une alternance de périodes hypoactives et hyperactives. Chaque sous-type, hypoactif, hyperactif ou mixte, a son rythme propre d'alternance de phases normales et de phases de confusion. Il y a une étude qui est parue là-dessus l'année dernière qui était assez intéressante. Mais voilà, l'état hypoactif, le patient va quand même rester le plus souvent hypoactif, alors que l'état hyperactif, il va y avoir une alternance de phases d'hyperactivité, de phases où il est plus ou moins comme d'habitude, qui se répètent plus fréquemment. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est très souvent sous-diagnostiqué. Pourtant, il y a des outils de dépistage qui sont très simples à utiliser par les infirmières et puis par les médecins aussi d'ailleurs. Enfin, en tout cas, par les soignants qui sont le plus fréquemment au contact du patient. Un des plus simples, c'est le NUDESC et puis sa traduction française, le EDD. Donc NUDESC, c'est Nurse Delirium Screening Scale, je crois, quelque chose comme ça. Et EDD, c'est l'échelle de dépistage du délirium. Donc, et la CAM, c'est la Confusion Assessment Method. C'est un outil qui peut être utile pour confirmer le délirium si l'outil de dépistage est en faveur du délirium. Et puis, pour les soignants, il faut se faire aider par les proches. Les proches, ils connaissent parfaitement le patient et ils savent détecter bien mieux que les soignants s'il y a quelque chose de bizarre ou d'anormal, s'il n'est pas comme d'habitude. Parce que parfois, ce n'est pas grand-chose. Hein. Ça peut être, je vous dis, juste une perplexité, un état un peu apathique comme ça, bon, il est fatigué. La famille va vous dire mais non, en fait, il n'est pas du tout comme d'habitude, c'est pas la personne que je connais habituellement. Ça, il faut savoir l'entendre et éventuellement utiliser après des outils de dépistage. Alors, je vous en présente deux en fait, qui sont les mêmes. Le NUDESC et la version française qui s'appelle EDD, échelle de dépistage du délirium, qui est assez simple. En fait, chaque infirmière, alors c'est plutôt pour des soignants hospitaliers, mais ça peut se faire aussi à domicile avec par des infirmières libérales qui font 2
ou 3 passages par jour. Alors la nuit, c'est plus compliqué à domicile, mais en tout cas 2 passages par jour, ça peut permettre quand même d'utiliser cet outil. À chaque poste, l'infirmière va regarder les items qui sont dans la colonne de gauche, désorientation, comportement inapproprié, communication inappropriée, illusion ou hallucination, ralentissement physique mental. Et puis à chaque fois, elle va noter ça entre 0 et 2. Et si ce n'est pas évaluable, il y a d'autres petits critères là, c'est parce qu'il est endormi naturellement, il est sédaté, etc. Le test est positif à partir de, enfin, si le résultat est supérieur ou égal à 2. Donc c'est quand même pas beaucoup, hein. Si vous avez un petit peu de désorientation et un petit peu de comportement inapproprié, bah, ça fait déjà 2 points. Votre test est positif. Et à ce moment-là, éventuellement, vous pouvez soit demander au médecin habituel de confirmer ce qu'il en pense, voir si le patient est confus ou pas, ou alors utiliser un autre outil qui s'appelle la CAM, mais bon, à domicile, c'est compliqué quand même. Voilà, donc un outil vraiment très simple à utiliser. Alors, dans la confusion, dans ce qui va amener à la confusion, il y a 2 choses. Il y a d'une part des facteurs favorisants qui sont là tout le temps, et puis ensuite des facteurs précipitants ou des facteurs déclenchants qui vont déclencher tout d'un coup l'état confusionnel. Mais vous comprenez bien qu'un patient qui a peu de facteurs favorisants et un facteur déclenchant important ne va pas forcément être confus, alors qu'un patient qui a beaucoup de facteurs favorisants et un tout petit facteur déclenchant, ou plusieurs facteurs déclenchants souvent, même s'ils ne sont pas très importants quantitativement, ça va déclencher l'état confusionnel. Alors, les facteurs favorisants, ils sont à dépister pour essayer de voir quels vont être les patients qui vont être les plus à même de développer un état confusionnel. Alors là, je vous parle du cancer parce que c'est quand même le gros de notre patientèle en soins palliatifs, c'est des patients atteints de cancer. Vous voyez que quand on arrive en fin de vie ou dans une maladie très avancée, bah, il y a beaucoup de facteurs favorisants. D'ailleurs, la maladie à un stade avancé, c'est un facteur favorisant. La dénutrition, c'est un facteur favorisant. Le mauvais statut de performance, c'est un facteur favorisant. La cachexie, c'est un facteur favorisant. L'âge, on va voir que c'est discuté. S'il y a une dépression sous-jacente, bah, ça peut être un facteur favorisant. Un antécédent d'épisode confusionnel, bah, ça va être un facteur favorisant. Et puis, dans ce qui est directement lié au cancer, c'est bah, tout ce qui touche le système nerveux central, que ce soit par la maladie en elle-même ou par les conséquences des traitements. Donc voilà, vous avez tous ces facteurs précipitants qui sont là ou pas là, mais en tout cas, il y en a souvent plusieurs, ces facteurs favorisants, et puis tout d'un coup, il va y avoir un facteur précipitant. C'est cela qu'il va falloir essayer de détecter pour essayer de les réverser, hein. Le grand classique, et malheureusement celui à côté duquel on passe encore trop souvent, c'est l'hypercalcémie chez le patient atteint de cancer. Un patient qui est normal, puis qui tout d'un coup devient confus, il faut absolument penser à chercher des troubles hydroélectrolytiques et voir s'il n'y a pas une hypercalcémie. Mais ça peut être quelque chose de... on connaît tous hein, l'état confusionnel sur une rétention aiguë d'urine, sur un fécalome, sur une fièvre, juste le changement de lieu de soins, un sepsis qui se déclare, une insuffisance d'organes, il fait chaud, il y a une insuffisance rénale, le patient va développer un état confusionnel. Les médicaments, tous les médicaments, si on modifie leur posologie, si on les enlève ou si on en rajoute, ça peut déclencher un état confusionnel. Une pathologie intracrânienne, bah, ça semble bien sûr évident. C'est sûr que s'il y a une chute, un traumatisme crânien et un saignement intracrânien, ça va déclencher un état confusionnel. En tout cas, ça peut déclencher un état confusionnel. Et puis, les effets secondaires des traitements spécifiques du cancer, alors ça peut être la radiothérapie cérébrale, une nouvelle chimiothérapie, etc. Évidemment, il faut être
enfin, essayer ou tendre vers l'exhaustivité dans la recherche des facteurs précipitants, sachant encore une fois que c'est cela qu'on va essayer de réverser si tant est qu'on peut les réverser. La radiothérapie, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Hein. C'est quand même compliqué de réverser la radiothérapie. Par contre, un état septique, oui, ça peut se réverser. Un trouble hydroélectrolytique, oui, ça peut se réverser. Une rétention d'urine aussi. Donc c'est vraiment très très important de à la fois essayer de dépister les patients qui vont avoir des facteurs favorisants et qui vont être les plus à même de faire un état confusionnel. Et puis, quand l'état confusionnel se manifeste, de rechercher un facteur déclenchant ou un facteur précipitant et d'essayer de le réverser, ce qui n'est pas tout le temps possible. Et puis même quand vous faites ça, je vous l'ai dit au début, malheureusement, dans 50% des cas, ça va pas être réversible. Alors, la diapo suivante, c'est un tout petit encart sur une étude qui est parue d'ailleurs cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. C'est une grande cohorte suisse. Ils ont essayé de chercher s'il y avait des différences entre des patients qui étaient âgés de plus de 65 ans et des patients qui étaient âgés de moins de 65 ans. La mortalité ne change pas entre les deux groupes, donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de sexe, de niveau de soins requis, de durée d'hospitalisation, de coûts médicaux, etc. Par contre, ils se sont rendus compte que chez les patients les plus âgés, entre guillemets, parce qu'à 65 ans, on n'est quand même pas très âgé, il y avait les facteurs prédisposants qui apparaissaient comme nettement favorisants de l'état confusionnel, notamment le fait que les patients puissent ne pas bien entendre. Souvent, les patients, ils arrivent, ils n'ont pas leurs appareils auditifs, ils n'entendent pas, ça va favoriser l'apparition d'un état confusionnel. L'insuffisance rénale aussi. À l'inverse, chez les patients de moins de 65 ans, il n'y a que les facteurs précipitants qui marquent une différence entre les deux groupes. Le principal, c'est l'œdème cérébral. Voilà. Donc l'âge en lui-même n'est pas un facteur particulièrement favorisant, il n'y a pas tellement de différence. Par contre, à l'intérieur des deux classes d'âge, moins de 65 et plus de 65 ans, les patients âgés, ils vont avoir plus de facteurs prédisposants et les patients plus jeunes, plus de facteurs précipitants, notamment l'œdème cérébral. Alors, vraiment, c'est vrai que ça, c'est un gros problème, hein, les appareils auditifs chez les personnes âgées, enfin là, c'est plus de la gériatrie, mais ils sont complètement perdus. Ils n'arrivent pas à se repositionner dans le temps et à entendre ce qui se passe autour d'eux, c'est quand même compliqué et ça favorise l'apparition d'un état confusionnel. Voilà. Alors, les conséquences, c'est pour ça que c'est important de le dépister. Alors, pour les patients, la communication, ça va être compliqué. On ne peut pas tenir une conversation normale, une conversation qui a un sens. La relation aux autres va être altérée. Les proches disent c'est plus la personne que je connais, c'est terrible de le voir comme ça. Voilà. Parfois, ça peut générer de l'angoisse, de l'anxiété. Le patient, il va se souvenir de la période où il était confus, et puis ça va l'angoisser. Alors d'une part, parce que ce qui s'est passé pendant qu'il était confus, s'il s'en souvient. D'autre part, il va avoir peur que ça revienne. Donc, ça peut générer de l'anxiété. Et puis, ça augmente la durée d'hospitalisation, ce qui est jamais bon, surtout chez les patients âgés, parce que plus longtemps ils sont hospitalisés, plus ils perdent d'autonomie. Donc, c'est assez catastrophique pour le patient. Pour les soignants, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à rentrer en relation habituelle, on va dire, avec le patient. C'est très difficile d'évaluer les symptômes, notamment la douleur. Je ne vous l'ai pas mis, mais il y a une étude qui a essayé d'évaluer la douleur chez les patients confus. En fait, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Toutes les échelles qu'on a pu mettre en place ne sont pas du tout adaptées à l'évaluation de la douleur chez les patients confus. Et puis, ça va générer du stress parce que
il faut faire beaucoup plus attention au patient, on ne sait pas s'il va redevenir confus, il peut se mettre en danger, etc., etc., etc. Et pour les proches, ce qui revient le plus fréquemment, c'est qu'ils ne savent pas comment être avec leurs proches parents. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, est-ce qu'il faut à chaque fois qu'ils contrent les idées délirantes s'il y en a, ou les comportements inadaptés, ou au contraire, est-ce qu'il suffit de le rassurer, enfin, voilà. Donc là, ça demande aussi du temps pour les équipes accompagnantes, les équipes soignantes, d'explication, de réassurance sur ce qu'ils font, etc. Ça déstabilise tout le tissu de prise en charge des patients, que ce soit chez les soignants ou chez les accompagnants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est d'essayer, alors j'ai mis réafférenter le patient, l'audition chez la personne âgée, je vous en ai parlé, c'est quand même extrêmement important. Réorienter, avoir une attitude rassurante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver en étant complètement perdu, affolé, il faut être calme, agir calmement, avoir un ton posé, ne pas s'énerver, voilà. Réorienter le patient, c'est-à-dire s'il est perdu, lui dire qui l'on est, s'il ne nous reconnaît pas, même pour les proches, hein, où on se trouve, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit, lui dire l'heure de la journée, lui dire pourquoi il est là à ce moment-là, éventuellement lui expliquer que s'il est à l'hôpital, c'est parce qu'il est malade, enfin, refaire un petit morceau d'histoire comme ça récente de la maladie, tout en restant calme. Il faut bien sûr s'attacher à soutenir les proches en leur donnant des explications sur ce qui se passe et en leur disant que si ça revient alors qu'il n'y a pas de soignant qui est là, il faut surtout qu'ils restent calmes et qu'ils essaient de réorienter le patient. Et puis, ce que je vous ai dit tout à l'heure assez longuement en introduction, il faut chercher les facteurs précipitants et les corriger si possible. La contention physique, ce n'est pas une solution, au contraire, ça va angoisser encore plus le patient et ça risque d'aggraver l'état confusionnel. Alors ça, si vous avez un petit peu de temps, c'est une étude qualitative qui est parue cette année. C'est assez intéressant, c'est des interviews de proches aidants à domicile aux États-Unis qui sont confrontés à des proches qui sont confus. Et les auteurs ont essayé d'explorer ce qui les déstabilisait le plus et ce qui leur donnait le plus d'aide. Ce qui les déstabilise le plus, c'est de ne pas reconnaître leurs proches et puis de ne pas savoir comment être et quoi dire. Ça revient assez fort. Et en revanche, les proches, ils disent qu'ils sont très satisfaits s'il y a un soignant qui vient les rassurer, leur dire que ce qu'ils font, c'est bien, s'ils reçoivent des conseils sur justement quoi dire, quoi faire. Voilà, ça leur permet de tenir comme ça dans la durée parce que ça peut durer quand même parfois assez longtemps, ou ça peut revenir quand c'est parti et puis quand ça arrive la nuit c'est compliqué et puis ça provoque de l'épuisement des aidants et puis les patients se retrouvent hospitalisés. Donc le but c'est d'essayer de discriminer ce qui pourrait être le plus pertinent à dire et à faire et à entendre chez ses proches aidants. C'est très intéressant à lire. Ce n'est pas très difficile. Merci. Alors, les traitements médicamenteux. Ça, c'est la grande question. Pendant longtemps, la conduite à tenir qui était retenue, c'était de donner des antipsychotiques, notamment de l'aldol. Et puis, il y a eu une étude dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, qui a montré qu'il n'y avait pas de preuve d'efficacité supérieure au placebo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne quand même des antipsychotiques ou pas? Peut-être s'il y a des hallucinations, que c'est très embêtant pour le patient, si c'est effrayant les hallucinations, ou une agitation importante et qu'il y a une mise en danger,
d'utiliser quelque chose d'un peu plus sédatif. Mais voilà, leur utilisation est quand même maintenant nettement plus restreinte qu'il y a encore quelques années. La mélatonine, il y a quelques études là-dessus, mais ça n'a pas fait preuve de son efficacité. Et puis les sédatifs, ça doit rester en cas d'échec des autres mesures non médicamenteuses et médicamenteuses, avec un petit focus sur le midazolam, qui est quand même utilisé très souvent en fin de vie, pour tout un tas de raisons, d'ailleurs, pas que pour la confusion, un peu parfois juste parce que les patients ils sont en fin de vie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le midazolam, ça reste quand même une benzodiazépine, et les benzodiazépines, ils ont quand même comme effet indésirable fréquent de générer de la confusion. Donc, on essaye de traiter un état confusionnel aigu hyperactif avec agitation en donnant un médicament qui peut peut-être aggraver l'état confusionnel aigu avec agitation, ce qui va nécessiter une augmentation des doses, etc., etc., etc. Donc, si on arrive à s'en passer, c'est mieux. Voilà. L'étude dont je vous parlais sur l'efficacité des antipsychotiques, j'ai mis juste ce petit diagramme là parce que c'est assez parlant. Vous avez l'importance de la confusion d'un côté et le temps de l'autre. Le placebo, c'est les ronds blancs transparents. Et les antipsychotiques, la risperidone et l'haloperidol, en bleu et en orange, l'utilisation du placebo est plus efficace que des antipsychotiques. Et alors, ce qui montre aussi dans cette étude, et ce qui est quand même un petit peu embêtant, c'est que la mortalité est plus sévère chez les patients qui ont été traités avec les antipsychotiques. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient une pathologie plus sévère et plus avancée et qu'ils sont morts plus tôt, ou est-ce que c'est l'utilisation des antipsychotiques qui a précipité un petit peu le décès? C'est difficile à dire, mais bon, en tout cas, c'est pas plus efficace que le placebo, ce qui pose quand même question d'utiliser un médicament qui est moins efficace qu'un placebo, c'est pas terrible, quoi. Petite diapositive sur la confusion de fin de vie, qu'on appelle aussi parfois agitation terminale. Alors, la difficulté, ça va être de savoir si, quand le patient déclenche un état confusionnel, si ça va être quelque chose de transitoire qu'on peut réverser, ou si ça va être quelque chose qui va devenir continu jusqu'à la fin de vie. C'est extrêmement fréquent, je vous l'ai dit en introduction, hein, il y a des séries dans des unités de soins palliatifs où il y a presque l'entièreté des patients qui sont atteints d'un état confusionnel à un moment ou à un autre. Ça peut devenir permanent avant la fin de vie. Ça nécessite un accompagnement très serré de la famille parce que c'est très déstabilisant pour la famille. Il faut leur expliquer que ça arrive souvent, que c'est quelque chose qui est lié à la fin de vie en elle-même. On fait ce qu'il faut pour essayer de faire en sorte que le patient ne soit pas angoissé et qu'on cherche surtout à ce qu'il ne se mette pas en danger. Donc, en conclusion, hein, un état qui est extrêmement fréquent, particulièrement à l'approche de la fin de vie, malheureusement sous-diagnostiqué alors que ça a des conséquences pour le patient, les proches et les équipes qui sont quand même majeures. Il y a des outils pour le dépister qui sont faciles à utiliser et qui nécessiteraient d'être beaucoup plus utilisés. Et puis, ça nécessite de chercher des facteurs précipitants, d'essayer de les réverser. Ça ne marche pas toujours, une fois sur deux, mais quand ça marche, c'est bien. Ça nécessite de passer du temps à accompagner le patient à ses proches. Et puis, les traitements non pharmacologiques sont nettement supérieurs aux traitements pharmacologiques. Voilà. J'ai terminé, je vous remercie et j'attends vos questions.